Cet homme fait sa promenade matinale quotidienne. Mais aujourd'hui ne sera pas un jour comme les autres. Son chien va déterrer non seulement un crâne humain, mais aussi un passé qu'un tueur pensait enfoui à jamais. Voilà quelqu'un qui narguait la société en disant qu'il s'en était tiré à bon compte. Mais il allait bientôt être rattrapé par le système. On ne savait pas s'il était parti à l'étranger, entré dans la clandestinité, ou s'il ne voulait tout simplement pas qu'on le retrouve. On n'a droit qu'à un seul essai en médecine légale. On ne peut pas revenir en arrière, remettre le corps en place et le déterrer de nouveau. Tout était pratiquement intact. C'était comme faire passer une radio à une personne vivante. Même à ce stade, il prétendait que c'était un coup monté par la police. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film. Ce crâne était étroit et très allongé, et je me suis dit que ça pouvait être Harvey. Il était vraiment sûr de s'en tirer, que tout finirait bien pour lui. Entre lui et nous, ça allait être un combat à mort. Bonjour, je suis heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode des Enquêtes Impossibles, la série qui vous révèle, comme aucune autre, les coulisses de l'expertise criminelle. Lorsqu'un crâne humain est découvert sur une plage, enfoui dans une dune de sable, la police pense naturellement être en présence d'un homicide. La première préoccupation des enquêteurs consiste alors à identifier au plus vite la victime afin de pouvoir retracer la piste de son agresseur. Mais l'examen d'un squelette est un travail extrêmement minutieux et délicat. C'est pourquoi, en ce dimanche 26 mars 1995, la police de Sydney mobilise-t-elle aussitôt criminologues et médecins légistes. Scène de crime aujourd'hui à Botany Bay, après qu'un crâne humain a été déterré dans une dune. C'est un homme promenant son chien qui a fait la macabre découverte. Il était abasourdi, plutôt choqué, et il est rentré chez lui pour se reposer avec une bonne tasse de thé. Je ne crois pas qu'il s'attendait à ça un dimanche matin. L'identité de la victime reste à déterminer. La police locale a fait appel à un détachement spécial, l'équipe d'inspecteurs qui avait enquêté sur une série de meurtres commis dans le milieu des années 80. On avait là une scène de crime. Et on sait tous d'expérience qu'il y a des indices sur les lieux d'un crime. Le tout, c'est de les trouver. Il fallait d'abord déterrer le reste, tout en préservant tous les éléments pouvant faire l'objet d'une analyse médico-légale. Avec la marée montante qui s'annonçait le même jour, on n'avait pas beaucoup de temps. La marée avait déjà découvert le haut du crâne. Elle pouvait donc fragiliser la zone où il fallait creuser. Sur la scène du crime, j'ai dit à Lyle qu'il fallait mettre en place un système de protection pour éviter de perdre ce qui pourrait s'avérer des informations et des preuves essentielles. En montant aussi près du crâne, la marée aurait très bien pu l'emporter. On a donc érigé un mur de protection avec des sacs de sable autour du squelette. Et on a stabilisé la zone en rajoutant du sable tamisé. On n'a droit qu'à un seul essai en médecine légale. On ne peut pas revenir en arrière, remettre le corps en place et le déterrer de nouveau. Il est impératif de s'occuper de tout dès le départ. On aurait pu retrouver des douilles, des balles, un élément révélant l'identité de la victime, comme un portefeuille, dont se seraient débarrassés les tueurs ou bien l'arme du crime. Il fallait être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une preuve. Le squelette se trouve à environ 1,5 m de profondeur sous le talus. Actuellement, des membres de l'équipe de secours et un conducteur de tractopelle dégagent la végétation sur le haut du talus. La tractopelle a retiré pratiquement tout le sable au-dessus du corps, mais quand on a atteint le niveau où on pensait devoir commencer à creuser manuellement, il y en avait encore pas mal. Alors on a demandé au conducteur d'utiliser la pelle excavatrice. Il a commencé à creuser et malheureusement, à la première pelletée de sable, il y a eu une chaussure de cuir marron accrochée aux dents de la pelle. Ça ne m'a pas plu du tout. Quand la tractopelle a ramené la chaussure, je me suis dit « Oh non, j'espère qu'ils n'ont pas trop abîmé le corps ». Bien sûr, à ce moment-là, on a tout de suite rangé la tractopelle et on y est allé tout doucement, manuellement. Il est 17h25. On a retiré tout l'excédent de sable jusqu'à atteindre le niveau des sacs de sable qu'on avait posés auparavant. Ces 3 flèches bleues indiquent l'emplacement du crâne. À peu près par ici. On va continuer à creuser jusqu'à ce qu'on trouve les restes.
Au fur et à mesure qu'on se rapprochait du corps, on utilisait des outils de plus en plus petits. On a fini par se servir de pinceaux et de cuillères pour retirer le sable recouvrant les restes sans les abîmer. Il est maintenant 20h25, nous sommes le dimanche 26 mars 1995. Les restes du squelette ont été entièrement mis au jour. La chaussure gauche avait été trouvée plus tôt dans la journée, vous pouvez voir qu'elle n'est plus sur le corps. Il semble qu'il y ait des fractures près du poignet droit. La victime portait une ceinture de cuir à la taille et là on voit un morceau de métal corrodé qui pourrait bien être une boucle. On aurait dit quelque chose tout droit sorti d'un film, sauf que là, c'était bien réel. 1m89 avec la tête dans cette position. On est arrivé à creuser sous le corps. Une couche de sable avait adhéré au reste. Et 2 policiers l'ont décollé en réussissant à faire coulisser une cordelette sous toute la longueur du corps. Ensuite, on a placé une civière sous le squelette. C'est bon, ça passe. Attention au niveau du bassin. J'étais très inquiet quand on a commencé à glisser la civière sous le corps. Tout s'est mis à bouger, le sable a commencé à s'effondrer, j'avais peur que ce soit un échec. Mais au fur et à mesure qu'on avançait, ça se mettait en place de mieux en mieux. Et finalement, ça a marché. On a pu soulever le corps et le placer dans une housse mortuaire avant de l'emmener à la morgue. À ce stade, tout ce qu'on avait, c'était les restes d'un squelette humain encore partiellement vêtu. Rien de plus. L'examen d'un squelette fournit aux experts une foule d'informations. Il permet de déterminer l'origine, le sexe, l'âge, l'état de santé et même le milieu social de la victime. Dans bien des cas, il renseigne aussi les enquêteurs sur les causes du décès. Une fracture particulière, par exemple, de l'os iliaque, indiquera une mort par pendaison ou par strangulation. Pour ne pas risquer d'endommager les indices, parfois microscopiques, les policiers procèdent à l'exhumation du squelette avec d'extrêmes précautions. Il y avait plusieurs membres de la police, parmi lesquels un inspecteur de Port-Botany. Il m'a dit « on a trouvé un de vos corps » et j'ai dit « super, lequel ?» Ce secteur est considéré comme un dépotoir humain utilisé par les gangs dans les années 80. Et le corps pourrait bien être de cette époque. L'inspecteur m'a emmené pour me montrer le crâne. Ce crâne était étroit et très allongé, et je me suis dit que ça pouvait être Harvey. J'ai bien connu Harvey, alors je peux dire qu'il avait un visage long et très fin. Harvey Jones était un petit délinquant, un simple voleur qui aurait bien aimé être un vrai gangster. Toujours bien habillé, toujours impeccable, avec un tas de bijoux clinquants. Il aimait le jeu et la boisson. C'était un minable, mais toujours tiré à 4 épingles. Un jour, il a disparu. Sa mère et ses sœurs étaient très inquiètes. À cette époque, la police a mené une enquête très sommaire. À cause de ses fréquentations, on ne savait pas s'il était passé dans un autre État, parti à l'étranger, entré dans la clandestinité ou s'il ne voulait tout simplement pas qu'on le retrouve. Il nous fallait une identification formelle des restes humains. Même si on pouvait supposer qu'il s'agissait de Harvey Jones, encore fallait-il en apporter la preuve. Et il fallait aussi prouver qu'il avait été assassiné. Étant donné la nature de l'affaire dans laquelle la police soupçonnait un acte criminel, il était très important d'examiner entièrement le corps le plus minutieusement possible. Littéralement, il fallait obtenir autant d'éléments que possible. La première chose à faire, c'était bien sûr une radio des restes, pour voir s'il y avait quelque chose d'intéressant à l'intérieur. Sur la radio, on a vu de minuscules corps étrangers, des fragments de métal qui pouvaient correspondre au revêtement d'une balle. Et les 2 balles qu'on a retrouvées étaient très abîmées, mais il était clair qu'elles avaient été tirées sur ce corps. En retrouvant 2 balles incrustées dans les os du squelette,
La police a la confirmation que l'homme a bien été assassiné. Mais, en absence de restes biologiques, toute identification par échantillonnage d'ADN est impossible. La victime est-elle ou non Harvey Jones, le malfrat de ciné qui aimait se pavaner dans les boîtes de nuit? Il est encore trop tôt pour pouvoir l'affirmer, à moins que les vêtements que portait le défunt n'en apportent la preuve. C'était incroyable de voir à quel point les vêtements étaient encore intacts. Le blouson était toujours là, on distinguait nettement les coutures latérales de ce qui avait été le jean, les boutons portaient encore des inscriptions. C'était un de ces blousons avec des pièces en cuir intégrées et on pouvait voir leur emplacement. Le tissu en nylon, l'entoilage et la doublure étaient intacts. On aurait presque pu remonter la fermeture éclair. Quand la disparition de Harvey avait été signalée en 1983, on nous avait dit qu'il portait un t-shirt d'une marque bien précise, Fus, F-U-S. Il l'avait acheté à l'étranger, au Qatar plus précisément. C'est sa sœur qui le lui avait envoyé. Mais ce n'était pas concluant. On ne peut pas se fier aux vêtements en eux-mêmes. Les gens peuvent en changer, il existe toujours plus d'un exemplaire d'un même t-shirt. On ne pouvait rien en conclure, il fallait aller plus loin. On s'est dit qu'on commencerait le processus d'identification par le dossier dentaire. On a donc demandé au dentiste s'il avait le dossier d'Harvey. Comme il avait dépassé la durée légale de conservation de 7 ans, il l'avait détruit. Alors j'ai dit au détective qu'on pourrait procéder à une superposition vidéo. Voilà, l'articulation est bien centrée par rapport à l'emplacement des dents. Ils m'ont donné une photo de Harvey où il souriait. On voyait bien ses dents. On avait donc un élément de comparaison pour les dents sur le crâne. On baisse un peu le crâne, un peu plus bas. Encore, encore. Ça va être bon. On y est presque maintenant. On utilise donc 2 caméras de télévision pour superposer les dents sur la photographie et la dentition du crâne. On commence par la prémolaire côté gauche, on passe à la canine, qui est d'ailleurs étrangement usée, puis à l'incisive latérale, qui est d'ordinaire beaucoup plus petite. On arrive aux incisives centrales, formant un V au milieu, à cause d'une cassure, puis à l'incisive latérale droite. Ensuite, on regarde le profil des tissus mous sur le reste du crâne pour voir si ça correspond. De la droite vers la gauche, le contour de l'orbite, la position de l'œil, puis du côté gauche, le profil osseux. On reconnaît sur les tissus mous la position de cette imposante masse osseuse au-dessus de l'œil. Quand ils ont superposé les 2 images, on a vu que c'était Harvey, ça sautait aux yeux. C'était assez déconcertant et assez terrifiant, un peu comme dans un film d'horreur quand le visage se décompose et qu'il ne reste plus que le crâne. C'était comme voir surgir le visage d'Harvey hors de son crâne. À ce stade, on avait la première identification formelle, pouvant être examinée en détail dans n'importe quel tribunal, prouvant que le corps qu'on avait déterré était bien celui d'Harvey Jones. Mais qui a tué cet homme de 29 ans, 12 ans auparavant? La police est en possession d'autres preuves cruciales, des preuves qui vont leur permettre de traquer le tueur. C'était une très belle photo. Elle avait été prise pendant un dîner. On voyait le homard dans les assiettes avec les verres de chardonnay. Entourant une jeune fille, un gars plutôt costaud d'un côté et Harvey Jones de l'autre. Ce gars costaud, celui qui partage le festin d'Harvey Jones, est un personnage bien connu des services de police. C'est Neddy Smith, le plus célèbre gangster des années 80. Né en 1944 d'une mère australienne et d'un père militaire américain qu'il n'a jamais connu d'ailleurs, c'est un homme redoutable et redouté. Une question se pose dès lors aux enquêteurs. Smith est-il impliqué d'une manière ou d'une autre dans la fin tragique de Jones? Neddy avait une carrière de criminel. Il avait déjà de nombreux antécédents de vol, agression, vol à main armée. C'était un homme corpulent. Le seul moyen de le maîtriser aurait été de le frapper fort derrière la tête. C'était une personne très violente, mauvaise, vraiment quelqu'un d'ignoble. Mais Neddy Smith a des amis très puissants. Il disait lui-même qu'il était impliqué dans la corruption policière à grande échelle. Il avait le feu vert pour commettre des vols à main armée et participer au trafic de drogue.
Ce gars était effectivement à l'abri des balles. Il pouvait faire tout ce qu'il voulait dans la ville, absolument tout. Smith a admis publiquement et plusieurs fois qu'il bénéficiait de l'aide de la police, jusqu'à être déposé et récupéré sur les lieux de ses vols à main armée, dans des voitures de police, et à obtenir du matériel et des uniformes pour commettre ses crimes. Il connaissait donc les bonnes personnes. Et Harvey l'admirait pour ça. Harvey Jones idolâtrait Neddy Smith. Il voulait simplement être aussi tristement célèbre que lui dans le même domaine. Harvey Jones était un escroc plutôt médiocre dans le milieu. Il gagnait sa vie en tenant une maison close à Homebush. À une époque, il a été vendeur de voitures d'occasion. Il avait une forte personnalité, c'était un homme grand et maigre, il aimait aller se pavaner dans des pubs, il portait toujours plein de bijoux en toque très voyants. Il pensait fréquenter l'homme du moment et qu'on le prendrait pour un véritable gangster s'il était en mesure d'aller boire un verre avec Neddy Smith et que ce dernier acceptait de lui parler. Mais il ne semblait pas avoir eu un effet bénéfique sur le business de Smith ou lui avoir attiré autre chose que des ennuis. Harvey a été accusé de plusieurs vols d'or monétaire. Il y avait un procès en cours. Il a dit qu'il avait rassemblé cet argent pour graisser la patte aux policiers, pour que les charges pesant contre lui soient abandonnées. Dans l'une de ses autobiographies, Neddy Smith aurait dit que trouver cet argent n'était pas difficile pour Harvey et qu'il comptait l'aider pour procéder à l'échange. Mais seulement 24 heures avant de conclure l'affaire, Harvey trouve le moyen de faire parler de lui, et pas en bien. Harvey a été impliqué dans un incident à la discothèque Shellas à North Shore. Il avait pour habitude de sortir son revolver au beau milieu de la piste de danse et de tirer au plafond. Les clients étaient terrifiés. Cet incident a donné lieu à des enquêtes de police et a tiré sur Harvey et sur les gens qu'il fréquentait une attention dont il se serait bien passé. Le lendemain, le 15 juillet 1983, Harvey Jones est censé payer une somme de 45 000 € en échange du retrait des charges pesant contre lui. D'après sa mère, il avait rendez-vous avec Neddy Smith ce soir-là. Elle ne l'a plus jamais revu. Mais dans son livre, Neddy Smith prétend qu'Harvey n'est pas venu au rendez-vous et qu'après avoir attendu plusieurs heures, il a appelé Madame Jones pour lui demander où était son fils. Quelques jours plus tard, Smith a officiellement déclaré qu'il avait contacté la mère d'Harvey parce qu'il se faisait du souci pour lui. Personne ne l'avait vu, n'avait eu ses nouvelles, ou ne savait ce qui lui était arrivé. C'était une de ces enquêtes qui mènent à une impasse. Mais, en dehors de ceux qui le connaissaient personnellement, mais qui avaient remarqué son absence, la disparition de Harvey Jones n'a pas vraiment provoqué d'inquiétude. Au cours des années suivantes, disparitions et meurtres dans le milieu s'emparent littéralement de la scène publique. La police de Sydney recherche les truands qui ont assassiné Barry Croft, 49 ans. Les coups de feu ont été tirés peu avant 19 h, au beau milieu de la foule. Ça aurait pu se produire à bien d'autres endroits, mais la pègre préfère agir à découvert. Le corps criblé de balles de Barry McCann a été découvert à 6h30 ce matin par un agent d'entretien municipal. C'est l'œuvre d'un tueur professionnel. La police a retrouvé plus de 20 douilles sur les lieux. Le corps de Sally Ann Huckstep a été repêché aujourd'hui dans un bassin de Centennial Park. Michael Daniel Chubb rentrait chez lui après s'être acheté un fish and chips pour le déjeuner quand le tueur a frappé. Quand cette période de meurtre par balle a pris fin, une douzaine d'escrocs assez connus avaient été retrouvés morts et personne n'avait été inculpé. Le nom de Neddy Smith était lié à certains de ces hommes, mais il devait y en avoir beaucoup d'autres. Ces affaires avaient donc été classées comme des meurtres non élucidés. L'hécatombe qui scandalise l'opinion publique cesse en 1994 quand les forces spéciales de la police décident d'intervenir. Les arrestations se multiplient dans le milieu de la pègre et du grand banditisme. Figurant en tête de liste des hommes les plus recherchés, Neddy Smith est arrêté, jugé et condamné à une peine de prison. Arthur Neddy Smith a été condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un inconnu. Le juge de la Cour suprême a rejeté cette déclaration, selon laquelle il était trop ivre pour savoir ce qu'il faisait. Un homme qui était sûrement le tueur le plus célèbre de la ville venait de commettre un faux pas à cause de sa conduite agressive.
Neddy Smith a effectivement poignardé Ronald Flavel au ventre sur Coogee Bay Road. L'altercation a éclaté quand le conducteur de la dépanneuse a fait un appel de phare à la voiture dans laquelle se trouvait Smith. Aujourd'hui, le juge McInerney a condamné Smith, qui purge déjà une peine de 13 ans de prison pour vol à main armée, à la réclusion à perpétuité. Le moment critique était arrivé. Smith a été condamné à la prison à vie. Mais il avait encore le droit de demander sa mise en liberté conditionnelle, ce qui ne voulait pas dire qu'on la lui aurait accordée. Mais il pouvait la demander, et là, tout pouvait arriver. Neddy Smith met à profit les 3 premières années qu'il passe seul dans une cellule pour écrire un livre qui devient aussitôt un best-seller. Entre révélation et vantardise, le gangster avoue être l'auteur de 8 hold-up et d'un trafic d'héroïne à grande échelle. Et par contre, il nie farouchement les crimes de sang dont on l'accuse et il dénonce la corruption de la police de Sydney. Selon lui, nombre de policiers véreux l'auraient protégé en échange de pots de vin. Le livre connaît un tel succès qu'il est bientôt adapté à la télévision sous forme de série policière qui est diffusée à travers tout le pays. Dans les années 80, tandis que le prisonnier commence la rédaction d'un second livre de souvenirs, un détenu vient partager sa cellule. Et ce petit événement va tout changer. L'établissement commençait à être surpeuplé, et par pur hasard, un autre détenu est venu occuper sa cellule. Ils m'ont demandé si je voulais occuper la même cellule qu'un détenu dont j'avais entendu parler dans les médias, ou que je connaissais par le système carcéral, mais sans me dire qui c'était. Ils m'ont conduit là-bas, ils m'ont enfermé dans une cellule, et là, Neddy Smith est entré. Il était assez impressionnant. Physiquement, c'était un gars plutôt costaud. Il sait bien s'approprier l'espace où il se trouve. Il avait les yeux bleus très froids, un regard extrêmement perçant, c'est sûr, on n'en voit pas beaucoup comme lui. La police connaît ce détenu sous le nom de Monsieur Brown. Monsieur Brown avait passé la majeure partie de sa vie d'adulte en prison, pour vol, agression, consommation de stupéfiants et d'alcool. Il faisait partie de ces gens qui ont perdu leur autonomie et qui survivent dans un environnement carcéral. On n'était que 2 dans la cellule. Il faut bien parler à quelqu'un, alors on a commencé à discuter et on a noué des liens assez vite. À l'époque, il écrivait un livre et il s'est mis à me raconter certaines choses qu'il avait faites dont il pouvait parler dans son livre et d'autres qu'il valait mieux ne pas mentionner, parmi lesquels plusieurs meurtres. Des meurtres très violents, assez barbares. À ce moment-là, j'avais déjà passé pratiquement 20 ans en prison, mais là j'ai eu peur parce que je savais que c'était vrai. On entend des tonnes d'histoires en prison et c'est souvent des bobards, mais ce gars-là, on savait qu'il ne plaisantait pas. Neddy a commencé à se vanter auprès de lui de meurtres qu'il aurait commis. Et notre informateur était plutôt écœuré de la manière dont il lui parlait de ça. Froidement, sans montrer aucune pitié. Il m'a parlé d'un meurtre en particulier. J'en ai fait des cauchemars ensuite. C'est là que je me suis dit qu'il était plus qu'un simple criminel. Et que je pouvais peut-être faire quelque chose. Alors j'ai contacté la police et l'opération a commencé. Avec la coopération de M. Brown, on a pu enregistrer de nombreuses conversations sur toutes ces affaires de meurtre non résolues, grâce à un magnétophone autorisé en cellule, mais relié à un système d'écoute. J'ai passé beaucoup de nuits blanches à penser à ça, aux conséquences, à me demander si j'en étais capable ou non. J'ai pas trouvé une seule bonne raison de renoncer. Je crois que Smith avait mentionné 14 meurtres au total. Certains liés au grand banditisme, certains des arnaques entre dealers, d'autres étant des actes de vengeance. Parmi ces derniers figure le meurtre de Harvey Jones. M. Brown courait un très grand risque. Un seul mot inapproprié, Neddy n'était pas complètement stupide. Si Brown avait dit un truc qu'il ne fallait pas, ça aurait pu très mal tourner pour lui. J'espérais vraiment qu'il n'entende pas le magnéto tourner. Je ne pensais pratiquement qu'à ça. Mais il a persévéré et il a réussi à soutirer beaucoup de détails à Neddy.
What is he killing for? What do you have to go? We don't know. He's for you to write a book. No, I'm just interested. That's all. Pour pas mal de raisons, j'avais l'impression qu'il avait tué Harvey uniquement parce qu'il n'arrivait plus à le supporter. Je ne connaissais pas Harvey, mais il me paraissait être un joyeux fêtard, qui exagérait quelquefois, mais qui ne méritait sûrement pas de mourir uniquement parce qu'il avait contrarié quelqu'un. Mais c'était comme ça à l'époque. Pour reprendre ses propres termes, Neddy dit dans son livre que la plupart des grands criminels ont couru à leur perte parce qu'ils parlaient trop, qu'ils révélaient trop de choses aux autres. Et là, il était tombé dans le même piège. Les enregistrements à eux seuls nous auraient permis d'inculper Neddy sur le champ. Mais ça aurait été plutôt stupide d'agir comme ça. Parce qu'avec un dossier qui repose seulement sur une confession, on ne va pas bien loin, on perd simplement son temps. Il n'y aurait rien eu de pire que d'inculper Neddy, puis de le voir ressortir libre. Ce qu'il faut trouver, c'est un corps. Pendant des mois, les enquêteurs fouillent le périmètre mentionné par Neddy sur les enregistrements. J'ai survolé la zone, je l'ai parcourue en voiture, je l'ai traversée à pied. À la fin, je la connaissais par cœur, mais je n'avais pas trouvé Harvey Jones. Et c'est un homme promenant son chien qui l'a trouvé. J'ai vu aux infos qu'un homme qui promenait son chien sur la plage de Botany avait trouvé des restes humains. C'était l'endroit dont Neddy m'avait parlé, je me suis dit, je parie que c'est Harvey Jones. La première chose que je me suis dite, c'est « ça, c'est un dossier de Ned ». Et Neddy leur avait lancé un véritable défi. On espérait que quelque chose dans ce corps nous permette de le relier à Neddy Smith et confirme ce que disaient les enregistrements. Il était vraiment sûr de s'en tirer, que tout finirait bien pour lui. Voilà quelqu'un qui narguait la société en disant qu'il s'en était tiré à bon compte. C'est notre devoir de s'assurer qu'on ne peut pas agir ainsi et s'en tirer comme ça. On devait tout faire pour le boucler et être sûr qu'il allait payer pour ce qu'il avait fait. Pour nous, ça ne faisait aucun doute que Neddy avait tué Harvey Jones. Mais pour pouvoir inculper quelqu'un de meurtre, il faut des preuves fiables et pas de simples soupçons. Malheureusement pour lui, Neddy était en prison depuis déjà quelque temps. Et il ne s'intéressait pas du tout à la médecine légale. Il était enfermé, il se sentait en sécurité et beaucoup de temps avait passé. Il pensait qu'on ne trouverait rien qui puisse le relier à la scène du crime ou au crime lui-même. La première étape du processus consiste à déterminer si les balles retrouvées lors de l'autopsie ont bel et bien été tirées avec le 357 Magnum dont parle Neddy. On n'avait pas beaucoup de preuves sur le plan balistique. D'habitude, quand on se rend sur les lieux d'un crime, il y a un corps et des douilles, des balles tirées. Une preuve irréfutable, en somme. Dans cette affaire, on n'avait rien de tout ça, excepté 2 balles retrouvées dans le corps, très corrodées et extrêmement abîmées. Dans des circonstances normales, si le projectile est récupérable et en assez bon état, on le pèse et on mesure son diamètre à l'aide d'un pied à coulisse. On regarde aussi les marques propres à chaque balle, les rainures et les irrégularités, en l'observant au microscope, ce qui nous donne une indication du type d'arme qui aurait pu être utilisée. Ici, c'est une vue latérale de la surface de la balle, et on observe effectivement l'un des repères permettant de procéder à l'identification. Le problème ici, c'est qu'on n'a pu identifier qu'un seul repère de manière partielle sur chacune des 2 balles. Les résultats des tests ne donnaient pas grand-chose, mais on a quand même ensuite utilisé notre matériel habituel dans ces cas-là. On a tiré des balles avec différentes armes de notre collection, et on a conclu que les 2 balles avaient bien été tirées avec un 9 mm, un 357 Magnum. Certes, le calibre de l'arme utilisée pour tuer Harvey Jones coïncide avec celui de l'arme appartenant à Neddy Smith, mais les revolvers 9 mm, qui pour les tueurs ont l'avantage sur les pistolets de ne pas laisser de douille sur les scènes de crime, sont d'un usage courant dans les milieux du grand banditisme. Pour confirmer le lien entre les 2 armes et utiliser cette preuve devant la justice,
les experts de la police scientifique doivent encore peaufiner leurs analyses. Les radios nous ont beaucoup aidés. Elles ont montré une fracture au niveau des côtes, sans aucun doute le résultat d'une blessure par balle. Il y avait de minuscules fragments de balles sur le pourtour de la fracture, indiquant qu'une balle était entrée dans la poitrine, probablement par l'avant, et avait selon toute probabilité touché le cœur ou les poumons. Pourtant, ça n'est pas suffisant pour l'équipe d'inspecteurs menée par John Laycock. Pour eux, il faut encore davantage de détails et de précision. Je n'aime pas me contenter de préparer le terrain. Je préfère enfoncer le clou pour éviter qu'il puisse se produire un incident quelconque. Là, c'était du très haut niveau. C'était un malfaiteur de première classe, en quelque sorte. Et entre lui et nous, ça allait être un combat à mort. Alors on ne voulait rien laisser au hasard. On pouvait voir ça comme une revanche de la part de Smith. Les inspecteurs devaient surmonter ça et donc tout ce qu'ils faisaient devait être parfaitement légal. On était sur la bonne piste. Il fallait juste continuer comme ça pour resserrer le nœud coulant autour de son cou, pour qu'il n'ait plus aucune liberté de mouvement. Si on était allé trop vite, on aurait pu tout gâcher. S'il était ressorti libre, on ne le se serait jamais pardonné. Pour confirmer notre théorie, on a envoyé la côte fracturée du cadavre de Harvey à un expert de Melbourne pour analyse. On avait besoin de savoir s'il y avait des traces de plomb dessus. En fait, la police de Nouvelle-Galles du Sud m'a demandé d'examiner un certain nombre d'os. L'une des côtes était visiblement abîmée à un endroit. Ils voulaient savoir si c'était dû à une blessure par balle ou si ça pouvait avoir été causé alors que le corps était déjà enterré dans le sable. La cassure était de forme conique, ce qui est typique d'une blessure par balle. Mais bien sûr, il s'agissait ensuite de le prouver, pas seulement de donner un avis. L'os est donc passé au microscope électronique à balayage afin que toutes les particules puissent être détectées et analysées. La présence de divers métaux lourds s'affiche à travers différentes images. Les éléments qui ont un numéro atomique élevé s'affichent comme une particule de couleur claire. Donc, avec le fer et le plomb, on obtient des images très lumineuses. Et le plomb a une forme et une structure uniques. Un certain motif est généré qui correspond au plomb. Dans ce cas particulier, des particules de plomb et de calcium ont été détectées, le calcium venant des os. Donc la matière qui était sur les os était en fait du plomb. La découverte de particules de plomb sur l'os et autour de la cassure confirme que la détérioration était causée par un projectile en plomb, donc vraisemblablement une balle. Des preuves encore plus accablantes sont retrouvées sur les vêtements que portait Harvey le soir du meurtre. Quand j'ai commencé à examiner le blouson et le t-shirt, il a fallu faire la différence entre les preuves scientifiques et les effets de la décomposition. J'ai repéré ce que je pensais être un trou fait par balle sur le blouson en remontant vers le milieu sur la partie en nylon de la fermeture éclair. À part à cet endroit, le reste de la fermeture éclair était intact sur toute la longueur. Il y a aussi un trou bien visible dans le t-shirt d'Harvey. On a pu déterminer que le tissu était doublé au point d'entrée de la balle. Quand on superpose les deux morceaux de tissu, ça forme un trou parfaitement circulaire. On a mesuré les trous pour connaître le diamètre. Les deux trous du côté droit de la poitrine correspondaient à un projectile de calibre 38 ou 357 Magnum. La preuve médico-légale la plus importante qu'on a obtenue grâce aux vêtements, ce sont les trous dans le blouson du côté droit de la poitrine qui correspondaient à ceux du t-shirt du côté droit de la poitrine. On a pu déterminer nettement la trajectoire de la balle du point d'entrée dans le blouson en passant à travers le t-shirt pour finalement venir fracturer une côte dans la poitrine d'Harvey. On avait joué gagnant, on savait qu'on pouvait obtenir une condamnation. Le dossier médico-légal reliant Neddy Smith au meurtre d'Harvey Jones est solide. Les experts ont prouvé non seulement que le squelette enterré sous la dune est celui d'Harvey, mais aussi qu'il a été tué par balle et que l'arme est probablement un 357 Magnum. Une fois projetées hors du canon de l'arme, ces balles ont effectué une trajectoire parfaitement nette à travers le blouson et le t-shirt avant de frapper une côte dans la poitrine. Pas à pas, élément par élément, la police resserre son étau autour de Neddy Smith.
Grâce aux enregistrements, elle sait maintenant avec certitude que le calibre du revolver qu'il dit avoir utilisé correspond à celui de l'arme du crime. Mais cette corrélation n'est pas suffisante pour lui attribuer l'homicide de Jones. Les enquêteurs se souviennent alors que Smith a également mentionné un homme qui l'accompagnait lors de la nuit fatale. Si cet homme, que la police décide d'appeler M. Green, acceptait de témoigner à charge, la culpabilité de Smith pourrait enfin être établie. La police lui avait déjà parlé et il ne s'était pas montré très coopératif. Mais quand le corps a été retrouvé, ça a confirmé certaines informations qu'on avait. Et là, il a décidé de coopérer avec la police. Monsieur Green travaillait comme chauffeur et coursier pour Neddy Smith à l'époque et il nous a raconté toute l'histoire. D'après M. Green, le 15 juillet 1983 au soir, il s'est rendu à l'hôtel Star à Alexandria, où il a retrouvé Neddy Smith et Harvey Jones. Dans la discussion, ils ont évoqué le fait que M. Green avait une affaire à traiter ce soir-là. Donc ils sont tous montés dans un fourgon, et Neddy les a guidés jusqu'à un endroit aux alentours de Botany. Une fois arrivés, ils sont descendus du fourgon et Neddy Smith et Harvey Jones sont allés se promener sur la plage. Monsieur Green, suivant les instructions de Neddy, est resté près du fourgon pour surveiller les lieux. Peu de temps après, il a entendu un coup de feu. Neddy venait de tirer sur Harvey. Monsieur Green a marché jusqu'à la plage et a vu Harvey étendu par terre. Neddy se tenait au-dessus de lui, une arme à la main. Ensuite, Neddy a ordonné à M. Green de creuser un trou dans le sable, ce qu'il a fait à l'aide d'une pelle récupérée dans le fourgon. Il a creusé un assez grand trou. Ils ont mis le corps d'Harvey Jones dedans, ensuite ils sont partis. Ils sont retournés à l'hôtel Star et ont continué leur petit train-train. Cette confession en elle-même est une preuve assez accablante, mais ce n'est que la parole d'un homme, et elle est contestable. Il fallait chercher les mobiles, en savoir plus sur lui. Il fallait savoir quel poids accorder à une telle confession. Mais ajouter au dossier constitué des enregistrements, de la scène du crime, des analyses médico-légales, ça permettait de relier tous les éléments et dans un tribunal, Ned aurait été incapable de repérer une faille dans le raisonnement. L'individu au passé mouvementé bien connu à Sydney, Neddy Smith, est arrivé au tribunal inculpé du meurtre d'une personnalité du milieu il y a de cela 15 ans. Arthur Neddy Smith arrive sous bonne escorte au tribunal. Il va être jugé pour le meurtre du propriétaire d'une maison close, Harvey Jones. Cela fait 15 ans, jour pour jour, que ce dernier a été assassiné de 2 balles dans la poitrine avant d'être enterré dans une dune près de Botany Bay. La police affirme que Smith aurait attiré Jones à la plage pour lui soutirer 45 000 €, soi-disant destinés à l'inspecteur corrompu Roger Rogerson en échange du retrait de charges retenu contre Jones. Son corps n'a été découvert que 12 ans plus tard. Les avocats de la partie civile affirme que Smith a confessé le crime dans un enregistrement effectué à son insu où il se vante d'avoir échappé à la justice. L'avocat de la défense a consenti sans protester à ce que ces enregistrements soient présentés comme preuve. L'unique défense de Neddy était donc de dire qu'il se vantait, qu'il avait menti ou quelque chose de ce genre. Son explication était de dire qu'il avait raconté n'importe quoi. Pour quelqu'un qui inventait des histoires, c'était assez précis et détaillé quand même. Il a dit qu'il l'avait testé, M. Brown, qui lui avait raconté son histoire pour voir si elle lui reviendrait par le bouche à oreille dans la prison, et il a affirmé que c'est ce qui s'est passé. Coup de théâtre aujourd'hui dans la salle d'audience lorsque le tueur présumé, Neddy Smith, s'est retrouvé face au compagnon de cellule qu'il a dénoncé. Quand j'y repense, je me dis que c'est sûrement l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Mais à l'époque, ça me semblait très simple, très facile. Juste avant d'entrer dans le tribunal, j'étais très nerveux, comme tout le monde, je suppose, de devoir parler en public. Mais une fois dans la salle d'audience, ça n'avait plus d'importance, sûrement parce que je disais la vérité. Je devais juste dire la vérité, je ne m'inquiétais plus de devoir accréditer des histoires. Le procès, qui comprend les preuves apportées par M. Brown et l'équipe médico-légale, dure 2 mois. Même avec toutes les preuves et toute notre assurance, on ne peut jamais savoir ce qu'un jury ferait ou pas. Il a délibéré pendant 3 ou 4 jours, et le processus n'a pas été simple.
Est-ce qu'on était passé à côté de quelque chose? Est-ce que le jury n'allait pas invoquer un vice de forme? Est-ce que, ne parvenant pas à une majorité, on allait ordonner un nouveau procès? Ou pire, prononcer l'acquittement? Le gangster le plus célèbre de Sydney va passer le reste de ses jours en prison. Arthur Neddy Smith a été déclaré coupable d'homicide. Il a purgé sa première peine de prison à 15 ans pour vol. Aujourd'hui, il a été condamné pour le meurtre du propriétaire d'une maison close, Harvey Jones. La juge Caroline Simpson a dit que Smith n'avait montré aucun remords, que le meurtre avait été prémédité, commis délibérément de sang-froid. Jones le gênait tout simplement. Cela prouve aussi que notre système judiciaire fonctionne, même pour un meurtre commis il y a 15 ans. Et plus important encore, à mon avis, même si Harvey Jones était un malfaiteur, sa mère, âgée de 80 ans, pourra enfin vivre en paix les dernières années de sa vie. Smith, qui purgeait déjà une peine de réclusion à perpétuité pour le meurtre d'un conducteur de dépanneuse, aurait pu demander sa remise en liberté conditionnelle dans quelques semaines. Après le verdict dans l'affaire Jones, il n'en est plus question. Grâce au témoignage courageux de Mr. Green, corroborant les enregistrements réalisés par Mr. Brown, au péril de sa vie, Neddy Smith est renvoyé devant une cour d'assises sous l'inculpation de 7 homicides. Il est reconnu coupable de 4 d'entre eux, les preuves faisant défaut pour que les 3 autres puissent lui être attribuées. Ce résultat exemplaire, dû à l'acharnement des experts en criminologie, a permis à la justice de triompher d'un tueur persuadé de jouir de l'impunité en achetant la complicité de policiers corrompus. Il y a eu une condamnation, et ensuite on a laissé tomber parce que le résultat final, c'est qu'il avait été condamné à la réclusion à perpétuité, ce qui voulait dire qu'il ne sortirait pas. La manière dont le corps a été retrouvé, le lieu où il a été retrouvé, les blessures par balle, tout confirmait ce que Neddy avait avoué, et on pouvait prouver tout ce qu'il avait dit. Voir un jury convaincu sans le moindre doute que Neddy avait assassiné Harvey, c'était l'une des meilleures sensations que l'on puisse ressentir en tant qu'enquêteur. Ce n'est pas à la police de condamner quelqu'un, on se contente de donner les preuves au jury. Et dans cette affaire, on avait réussi à convaincre le jury que Neddy Smith avait tué Harvey. On a tous levé le bras en signe de victoire. On s'est félicité mutuellement et ensuite on est allé fêter ça. On était soulagés. On a joué contre l'un des meilleurs de l'équipe adverse en son temps et on a gagné. Mais pour John Laycock, la quête et la lutte continuent. Je dirais qu'il y a encore au moins 2 cadavres à Port Botany. Ce sont des victimes des tueries entre gangs dans les années 80. Et je ne serais pas surpris s'il y en avait d'autres. On n'a pas encore renoncé. Avant de refermer cette longue enquête, qui est aussi l'une des pages les plus sanglantes de l'histoire de la criminalité australienne, je tiens à vous apporter 2 informations complémentaires. Sachez donc tout d'abord qu'Eddie Smith avait épousé une certaine Debra, qui lui avait donné 6 enfants. Ayant divorcé au moment de la première incarcération de Smith, Debra avait dû abandonner la vie princière qu'elle menait pour devenir femme de ménage. Cependant, et en dépit de ses difficultés, Debra a toujours vanté les qualités paternelles de son ex-mari. Jamais elle n'a cessé de prendre sa défense et elle continuait de se rendre chaque week-end au parloir de la prison accompagnée de ses enfants. Bel exemple de fidélité et d'abnégation, vous en conviendrez. Sachez aussi que Neddy Smith a été frappé par la maladie de Parkinson dès l'âge de 36 ans, ce qui est rarissime. Lourdement handicapé, souffrant de troubles de la vision, de douleurs multiples, de paralysie, le gangster le plus redouté d'Australie donne aujourd'hui l'image d'un homme détruit, à jamais terrassé par un mal impitoyable. La justice des hommes, ou celle de Dieu, emprunte parfois des voies insoupçonnées. Merci d'avoir suivi cette émission en notre compagnie. Rendez-vous prochainement sur cette antenne pour un nouvel épisode des Enquêtes Impossibles. La police du pays demande aux conducteurs d'être prudents sur les routes en ce long week-end pascal. Elle sera là pour sanctionner tous ceux qui commettront des infractions. Un père et ses 3 fils prennent la route pour leur week-end annuel de camping.
Bess, ma femme, préférait rester à la maison. J'ai préparé la caravane et j'ai fait toutes les vérifications. Le trafic a beaucoup augmenté cet après-midi. Le nombre de policiers et de radars présents sur les routes en ce week-end de Pâques a été renforcé pour notre sécurité à tous. Une fois prêt, on s'est mis en route et on a pris l'autoroute. Bonjour, bienvenue dans les Enquêtes Impossibles, cette série qui, mieux qu'aucune autre, dévoile dans le détail les techniques de l'enquête criminelle. Lequel d'entre nous n'a jamais perdu patience dans un embouteillage dû à un accident de la route? Sans toujours nous préoccuper de la souffrance des victimes, n'avons-nous pas souhaité que la circulation se rétablisse au plus vite pour que nous puissions poursuivre tranquillement notre voyage? Égoïsme. Dans l'affaire qui nous intéresse maintenant, une collision se produit la nuit sur une autoroute australienne. Après avoir causé la mort d'un jeune garçon, le chauffard responsable de l'accident prend la fuite. Dès lors, toute la zone concernée se transforme en scène de crime. Elle est passée au peigne fin par les experts de la police scientifique et la question est la suivante, parviendront-ils à collecter suffisamment d'indices pour identifier et surtout retrouver l'automobiliste coupable? C'est ce que nous allons savoir tout de suite. Il était assez tard dans la nuit. On n'avait plus beaucoup d'essence. On est arrivé à hauteur du panneau de Violet Town et j'ai vu qu'on allait croiser la prochaine bretelle. Je cherchais la sortie et soudain, j'ai entendu un énorme bruit. La voiture a commencé à faire un virage brusque. J'ai quasiment perdu le contrôle du véhicule. Je ne savais pas ce qui s'était passé. Je ne savais pas si c'était une crevaison, ça pouvait être plein de choses. Tout ce à quoi je pensais, c'était de garder le contrôle, mais la voiture semblait agir de manière indépendante, quoi que je fasse, et elle a commencé à partir vers le bas-côté. Là-dessus, on s'est mis à faire des tonneaux qui m'ont semblé durer une éternité. Les premiers policiers sur la scène ont d'abord cru qu'il s'agissait d'un accident impliquant seulement une voiture avec une caravane, qu'elle s'était retournée, tuant une personne. C'est seulement 1 heure plus tard, en parlant avec une femme qui avait été témoin de l'accident et aidé les occupants de la voiture, qu'un des policiers a appris que la caravane avait en fait été percutée par un camion. Évidemment, ça a totalement changé la nature de l'accident et celle de l'enquête. Ça nous plaçait dans une situation difficile au niveau de la scène du crime, parce que chaque seconde qui passe fait perdre des indices. Les voitures continuaient de rouler sur la voie de droite en direction du nord, directement à côté de ce qu'allait être notre scène de crime. J'ai donc donné l'ordre d'interdire complètement l'accès à la scène de crime, de ne rien toucher et de prendre les coordonnées de toutes les personnes présentes lors de la collision, avant qu'elles ne partent. Il y avait 3 véhicules qui roulaient dans ce secteur au moment de la collision. L'un d'entre eux était à peu près 100 mètres derrière quand l'accident s'est produit. Tout ce que ces 3 véhicules ont pu nous dire, c'est qu'ils avaient vu le camion faire une embardée vers la droite, vers le bas-côté, dans un grand nuage de poussière. Et c'est la dernière chose qu'ils ont vue. Et évidemment, ils se sont trouvés directement sur les lieux de l'accident. Ce n'est qu'après être sorti de la voiture pour demander ce qui s'était passé à quelqu'un qui s'était arrêté pour nous aider que j'ai appris pour le camion. Ils m'ont dit que j'avais été heurté par un camion. Ensuite, la police et une ambulance sont arrivés. Je ne sais plus dans quel ordre. Je pensais plus aux enfants, en fait. Le fils de Yann, Nicky, 12 ans, est tué dans la collision. C'est seulement dans l'ambulance que j'ai appris qu'il était mort. Une enquête sur un délit de fuite a toujours un caractère prioritaire. On la traite comme la police criminelle traite une affaire de meurtre en s'efforçant d'établir l'identité de l'agresseur. Car bien sûr, il n'est plus sur la scène du crime. Nous faisons la même chose dans une enquête sur un délit de fuite. La seule différence, c'est que l'arme qui a causé la mort est un véhicule motorisé. Notre travail, c'est d'essayer de retrouver ce véhicule. Dans les délits de fuite, il y a 2 scénarios. Soit le chauffard abandonne le véhicule à proximité et part à pied,
soit il conduit le véhicule dans un endroit qui, selon lui, fera une bonne cachette. Et c'est important pour nous de trouver ce véhicule le plus tôt possible. À chaque minute qui passe, cette personne s'éloigne de plus en plus de nous. Sachant qu'il s'est déjà écoulé 1 heure, en supposant qu'elle roulait à une vitesse de 100 km/h, elle était déjà à 100 km. J'ai donc fait placer un barrage routier sur l'autoroute Hume au niveau de Wodonga et j'ai demandé à la police là-bas d'arrêter tous les camions et de rechercher la présence éventuelle de traces de choc. Après avoir interrompu la circulation sur la section d'autoroute concernée par le carambolage, la brigade chargée de l'enquête commence à analyser méthodiquement les indices pour comprendre les causes de l'accident. Le chauffeur routier coupable d'avoir provoqué l'accident et d'avoir pris la fuite est quant à lui activement recherché par les forces de l'ordre. On avait la caravane et le véhicule 4 roues, mais la manière dont s'étaient déroulées les choses n'était pas évidente à première vue. À l'évidence, l'accident avait été très violent. Un morceau de la caravane avait été arraché. La voiture était renversée. On a remarqué 2 traces sur l'aile droite de la voiture. On pouvait penser qu'elles avaient été faites par le pare-buffle d'un camion d'une taille assez importante. Il y avait également eu un transfert de peinture assez important sur l'arrière de la caravane et la voiture. Quand 2 véhicules entrent en contact, peu importe le type de véhicule, il y a toujours un transfert de substance. Dans le cas présent, on avait plusieurs taches de peinture rouge sur l'arrière de la caravane et une autre sur la voiture. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'on a affaire à un camion rouge, mais au moins on peut en déduire que le camion en question a du rouge à l'avant. C'est pas la panacée, mais c'est un bon point de départ. Dans cette affaire, des parents ont perdu un enfant. Et nous voulons autant qu'eux comprendre pourquoi. Pourquoi leur fils est-il mort? Et le seul qui puisse répondre à ça, c'est le conducteur de l'autre véhicule qui s'est enfui. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute. Ce n'est qu'à la lumière du jour qu'on a mesuré l'ampleur de la scène de crime. Elle s'étendait sur 400 mètres et comprenait le bas-côté et les 2 voies en direction du nord. Cette route est une scène de crime. Une personne est morte et un conducteur a quitté les lieux. Il est impératif de collecter tous les indices pour pouvoir analyser ce qui s'est passé et pouvoir traduire le responsable en justice si un crime a été commis. C'était le vendredi saint du week-end de Pâques. Nous avons fermé l'autoroute Hume en direction du nord. C'était nécessaire. Quand il y a eu un accident sur une route très fréquentée, on ne peut pas juste mettre un ruban autour de la scène de crime, poster un garde et dire qu'on reviendra jeter un œil le lendemain. On n'a droit qu'à une chance, alors il faut fermer la route et faire ce qu'on a à faire le jour même. Et c'est ce qu'on a fait. Beaucoup d'automobilistes étaient mécontents, mais on ne pouvait rien y faire. Il fallait collecter d'abord tous les éléments dont on avait besoin. Sur une scène de crime, on procède à un examen en 7 points. On photographie ce qu'on voit, les indices sur la route et sur les véhicules. Ensuite, on prend des mesures pour situer avec précision chaque élément en utilisant un tachéomètre de géomètre. Cet appareil est capable de mesurer les angles horizontaux, verticaux et les distances. On a mesuré le frottement des pneus pour déterminer si les traces de frottement sur le revêtement étaient normales. La qualité de la route était bonne, la météo était bonne, aucun brouillard, la nuit était claire et sèche. On ne pouvait donc pas mettre l'accident sur le compte des facteurs environnementaux. Les traces de dérapage du véhicule sur la route avant l'impact indiquaient que ses freins fonctionnaient. Il fallait donc chercher du côté des facteurs humains. Et si la route était sèche, la visibilité et les conditions météo bonnes, la cause de l'accident est vraisemblablement d'origine humaine. Le chauffeur du camion a-t-il commis une imprudence ou a-t-il été victime d'une défaillance? Les traces de freinage sont révélatrices. Après s'être livré à de savants calculs, l'expert Peter Bellion parvient à reconstituer le fil des événements avant, pendant et après la collision. Il parvient aussi à déterminer la vitesse à laquelle roulait chacun des véhicules. En général, les pneus laissent 3 types de marques sur le lieu d'un carambolage. On avait effectivement les 3 sur la scène de l'accident de Violet Town.
Le premier correspondait à des traces doubles de pneus d'un véhicule lourd. Ensuite, elles deviennent ce qu'on appelle des traces de dérapage, là où la remorque du poids lourd rebondit un peu. Les autres traces de pneus qu'on a trouvées sont les traces que laisse classiquement un véhicule lors d'une perte de contrôle. Mes conclusions étaient que le camion avait dérapé environ 26 mètres avant l'impact. Vu le début des traces de dérapage, le camion roulait, selon mes calculs, à approximativement 106 km/h. Le côté passager du poids lourd avait percuté l'arrière côté conducteur de la caravane. Ça leur a fait perdre le contrôle de leur véhicule et ils se sont mis à faire un mouvement de rotation vers les voies de circulation de droite en direction du bas-côté. Ensuite, les traces de pneus nous indiquaient une collision secondaire entre l'avant du côté passager du poids lourd et le côté conducteur de la voiture. Après ça, les traces de pneus font une courbe vers la gauche. Un peu après, la caravane et la voiture se sont détachées et la caravane a fini sa course sur le bas-côté à droite, alors que la voiture est retournée sur la route. Les traces de pneus s'arrêtaient là, indiquant que la voiture avait quitté le sol et commencé à faire des tonneaux. À l'endroit où les traces de pneus finissaient, il y avait un certain nombre de rayures et d'éraflures sur la route menant à la position finale du véhicule, juste avant la sortie Violet Town. On a suivi l'autoroute à pied et on a trouvé le morceau de la caravane arraché. Dessus, il y avait une marque incrustée qui ressemblait à un bout de la lettre A ou à un V inversé. On ne savait pas vraiment, mais on distinguait bien la forme. Il pouvait s'agir d'un bout de plaque d'immatriculation. Ensuite, on a examiné la surface de la route. On cherchait entre autres tout ce qui serait susceptible de nous conduire au véhicule qui avait quitté la scène de l'accident. Et je suis tombé sur ce que je considère comme le saint Graal dans notre métier en matière de preuves. Un fragment suffisamment intact pour nous donner une piste. Malgré toutes les voitures qui ont traversé les lieux de l'accident la nuit précédente et qui auraient pu détruire des preuves, un morceau de verre de feu clignotant est encore là. Et dans ce cas précis, ce fragment comportait une série de numéros complètes. Il venait probablement du camion. On espérait pouvoir identifier de quel type de verre de feu clignotant il s'agissait, voire en tirer des informations sur le type du véhicule dont il provenait. Le problème était qu'il y a à peu près 160 000 camions immatriculés en Australie. On espérait que le conducteur se présenterait de lui-même à la police. C'est souvent le cas dans les collisions avec délit de fuite. Le conducteur regrette ensuite sa décision. En général, si ça doit se passer comme ça, il se rend dans les 24 à 48 heures. Un père bouleversé a lancé un appel émouvant pour retrouver le conducteur ensuite, après la tragique collision qui s'est produite sur l'autoroute Hume. Son fils, âgé de 12 ans, a été tué lorsqu'un camion a percuté leur caravane. Ian Fleming retient ses larmes en parlant de son fils de 12 ans, Nicky, tué lorsqu'un chauffard qui a ensuite pris la fuite les a percutés. Il y a eu brusquement un terrible impact à l'arrière de la caravane qui a fait sortir la voiture de sa trajectoire. J'ai cru que c'était un cauchemar. Mon fils m'a dit qu'il s'était cru en plein rêve. On n'arrivait pas à y croire. La police affirme que le chauffard savait très bien ce qu'il avait fait. J'aimerais qu'il repense à ce qu'il a fait et qu'il ait la dignité de se faire connaître. Après avoir passé plus de 12 heures à inspecter les lieux et les abords de l'accident, la police fait rouvrir la portion d'autoroute sur laquelle le jeune Nicky Fleming a été tué. Les enquêteurs espèrent que les indices leur permettront d'identifier le camion impliqué dans la collision. C'est une tâche titanesque, une aiguille dans une botte de foin, puisque plus de 160 000 camions sont immatriculés en Australie. Le fragment de verre retrouvé sur le lieu de la collision a été analysé à notre laboratoire scientifique. Les recherches ont permis d'établir qu'il s'agissait d'un verre fabriqué par la société Ella. On a eu la confirmation qu'il s'agissait bien du verre d'un feu clignotant qui était fabriqué depuis 40 ans et pouvait servir sur un bateau comme sur un camion. Il pouvait être placé à n'importe quel endroit sur un camion.
Ça ne nous menait pas très loin, mais ça nous permettait de réduire notre champ de recherche. Le panneau arrière de la caravane avait été très endommagé, à la fois par l'impact et par le fait d'avoir été arraché et traîné sur la route. Il y avait donc beaucoup de marques de gravier et de route, mais aussi 2 lignes claires en forme de V inversée. Je ne savais pas vraiment ce qui avait pu laisser cette marque. Cette forme étrange, qui ressemblait à un A partiel, devait provenir de quelque chose qui se trouvait en bas sur le camion, probablement sur le pare-buffle. Il devait s'agir soit d'un indicateur de contenu dangereux en forme de diamant, soit de quelque chose qui avait été ajouté sur le pare-choc, peut-être à côté de la plaque d'immatriculation. On ne voyait pas clairement ce que c'était. Il nous manquait trop d'éléments pour nous faire une idée précise. Mais il semblait aussi y avoir en impression la marque d'un matériau qui n'était pas métallique, mais qui venait plutôt d'un morceau d'étoffe. La caravane avait aussi été sérieusement endommagée par quelque chose qui s'était enfoncé dans le métal, puis en était ressorti, comme un grand boulon. Sur le côté de la caravane, il y avait des dépôts de peinture rouge récents. Il y avait 3 échantillons de peinture sur le côté de la caravane. J'étais convaincu qu'on avait affaire à un camion rouge vif, mais des taches de peinture, même multiples, ont une valeur limitée tant qu'on n'a rien avec quoi les comparer. Donc ce jour-là, le sentiment général était que c'était bien d'avoir ces indices, mais qu'on n'était pas très avancé tant qu'on n'avait rien pour les comparer. 2 ou 3 jours avaient passé et le chauffard ne s'était pas rendu à la police. Le barrage routier n'avait fourni aucune information intéressante. On se doutait que l'enquête serait longue et laborieuse. Le poids lourd ne s'est pas arrêté et la police de Victoria a entrepris des recherches sur 3 états pour retrouver le véhicule. Il s'agit d'un poids lourd équipé d'un pare-buffle. Il a probablement de la peinture rouge abîmée, soit sur le tracteur, soit sur la remorque. Selon la police, il est impossible que le chauffeur ne se soit pas aperçu qu'il avait causé un accident. Les témoins ont déclaré que c'était un miracle qu'il ait réussi à revenir sur la route après la collision. Un garçon de 12 ans ne mérite pas qu'on le laisse mourir sur le bas-côté de l'autoroute. En général, on reçoit un coup de fil soit anonyme, soit d'un informateur qui nous dit « c'est ce type qui est impliqué dans la collision ou son camion se trouve à tel endroit ». Là, on n'a rien eu de tout ça. Alors on a fait appel aux routiers pour essayer d'obtenir des informations. On a imprimé des prospectus et on les a distribués. La plupart ont dit que s'ils savaient quelque chose, ils ne couvriraient pas ce type. Parce que c'était très lâche de percuter une caravane et de provoquer la mort d'un garçon de 12 ans et de disparaître comme ça, sans venir expliquer ce qui s'est passé. On avait le sentiment que le conducteur du poids lourd s'était mis au vert. Dans ce genre d'enquête, ça peut signifier la fin de l'affaire. Il faut malgré tout continuer à avancer pas à pas en espérant que la journée vous apportera une nouvelle information ou le lendemain et que vous finirez par assembler les pièces du puzzle une à une. L'étape suivante consiste à tenter d'identifier le pare-buffle impliqué dans l'accident, en mesurant les marques sur la caravane et la voiture. Sachant qu'il s'agissait seulement d'une partie de pare-buffle, un quart ou un tiers de sa largeur totale, notre travail consistait à essayer de retrouver à partir de là le modèle ou le type de pare-buffle capable de faire ces marques. On nous a envoyé un autre agent de police en renfort, auquel on a assigné la tâche laborieuse d'ouvrir les pages jaunes et de contacter tous les fabricants de pare-buffle. Dans l'espoir de découvrir la firme qui fabrique le pare-buffle qui équipait l'avant du camion responsable de l'accident, l'agent de police écume pendant 2 semaines les annuaires téléphoniques de chaque État australien. Pendant ce temps, l'inspecteur Carsten Schulz continue de concentrer ses efforts sur l'étrange lettre A incrustée sur la tôle de la caravane, espérant bien découvrir son origine.
Ce jour-là, j'ai quitté le bureau avec comme un sentiment de culpabilité, parce que je consacrais tellement de temps à cette affaire au détriment de ma famille. Alors j'ai dit à ma femme, on va faire un tour. Je vais t'expliquer où on en est dans l'enquête. On a vu des camions, je lui ai parlé du pare-buffle. Je regardais la route et en face, dans la direction opposée, j'ai vu arriver un poids lourd à ma hauteur. Et là, ça m'a sauté aux yeux. J'avais fait faire un agrandissement d'une photo de cet étrange A. Et cette image était gravée dans ma tête. Sur le devant du pare-buffle, il y avait des protections. L'excitation de Karsten était palpable à sa voix. Il m'a dit « Ted ». Je lui ai répondu « Oui, qu'est-ce que tu as à me dire, Karsten ?» Et lui me répond « Je peux te donner la marque du camion ». Karsten Schulz est convaincu d'avoir trouvé la marque du poids lourd impliqué dans l'accident qui a coûté la vie à Nicky Fleming. Il était persuadé que le W sur la protection en vinyle était ce qui avait laissé une marque sur l'arrière de la caravane. Je suis allé parler avec le chauffeur du poids lourd. J'ai jeté un œil à son camion pour voir si on pouvait l'éliminer de la liste, ce qui était le cas. Et il nous a prêté l'une de ses protections pour qu'on puisse la comparer avec les marques de l'arrière de la caravane. Les protections étaient de forme rectangulaire, en vinyle, avec un grand W dessus. Le bas du W correspondait au V inversé de la marque et la première barre oblique du W au trait à l'angle opposé qui était aussi incrusté dans la caravane. J'étais donc pratiquement sûre que c'était ce qui était à l'origine des marques, même si j'étais assez surprise que quelque chose d'aussi fin ait pu laisser ce genre de marque. L'impact avait dû être vraiment violent. Ça a été une révélation. C'était la deuxième avancée majeure dans cette enquête, parce que parmi les 160 000 camions potentiels, on allait maintenant rechercher un type précis de poids lourd. Les protections font partie du pare-buffle. Le pare-buffle que Karsten a vu est fabriqué par une société du Queensland. C'est peut-être la fin de leurs recherches dans les pages jaunes. King Bars dans le Queensland a reconnu le pare-buffle que nous cherchions. C'est un pare-buffle de poids lourd produit depuis 4 ou 5 ans et qui équipe le modèle 4964F des camions Western Star. Les enquêteurs voient donc confirmer leur conviction que c'est un pare-buffle comme celui-ci qui a participé à la collision. La partie du pare-buffle qui nous intéressait a été reconstituée à partir des indications de King Bar. Elle correspondait parfaitement aux marques laissées sur la carrosserie de la voiture et le panneau arrière de la caravane, où elles étaient encore plus importantes. Tout se complétait parfaitement. De plus, le boulon à œil du pare-buffle s'insérait parfaitement dans le trou fait à l'arrière de la caravane. C'était un bonheur de voir tout s'assembler à la perfection. Il ne faisait plus aucun doute pour nous qu'on cherchait ce modèle précis de pare-buffle. Donc oui, on avait reconstitué une partie du camion mystère. Les experts obtiennent deux résultats significatifs. D'une part, le pare-buffle a été fabriqué par la firme King Bar. D'autre part, le type de feu clignotant qui équipait le camion Western Star n'était pas disponible à la vente avant 1993. La police peut désormais réduire son champ d'investigation de près de 90%. Sur les 160 000 camions que compte l'Australie, seuls 17 000 peuvent désormais être impliqués dans la collision. Il s'agissait d'un modèle 4964F. Sur les 17 000 camions Western Star de la liste, cela réduisait le nombre de véhicules suspects à 680. On a ensuite passé en revue les dossiers de King Bar, identifié tous les camions de la liste qui avaient été équipés d'un pare-buffle de poids lourd et éliminé tous ceux qui n'avaient pas de protection en vinyle.
À la fin de la journée, la liste s'était réduite à 206. J'étais convaincu que parmi ces 206 véhicules se trouvait celui qu'on cherchait. Ce qui est bizarre avec les camions, c'est qu'ils sont partout et en même temps, on ne les remarque pas. Quand on cherchait seulement un camion, on n'avait rien de précis sur quoi s'appuyer. Une fois notre suspect identifié comme conduisant un modèle 4964F équipé d'un pare-buffle de poids lourd, on en a vu partout. À chaque fois qu'on s'arrêtait à un feu, on voyait un camion Western Star à côté de nous. Je suis devenu très attentif à ces poids lourds à partir du moment où on a établi ce lien. Je partais en vacances avec ma mère et mon beau-père quand, après un long trajet, on a dû s'arrêter à une station-service pour faire le plein. Là, en regardant devant moi, j'ai vu de loin un camion rouge et j'ai demandé à Don de s'occuper du plein. Je me suis approché et j'ai tout de suite inspecté le pare-buffle. Je me suis baissé pour observer la barre du dessous. Elle était fendue. J'ai regardé l'emblème et j'ai vu que la peinture rouge de l'étoile au milieu était un peu abîmée. Alors j'ai fait le tour du camion et j'ai vu le feu latéral et juste à côté, il y avait des marques qu'on avait tenté de dissimuler en mettant de la peinture rouge par-dessus. Je me suis dit qu'avec les 3 éléments que j'avais repérés sur ce camion, cela faisait du conducteur un bon candidat. Soudain, le bon candidat en question arrive sur Ted. Et je lui ai dit, « Salut, sympa le camion. C'est quoi comme moteur ?» En tentant de dire ce qu'un passionné de camion aurait dit. « Il est à vous, j'ai demandé ?» Et il m'a dit, « À ma banque. » C'était bon pour l'enquête. Il était plus probable que notre chauffard possède son propre camion, parce qu'un routier qui travaillerait pour une boîte se serait vu demander des comptes sur les dégâts sur la carrosserie. Avec le numéro d'immatriculation du camion, on a établi que le propriétaire et conducteur du camion s'appelait Brett Kilmore et qu'il habitait dans le Queensland. La police dispose désormais d'un suspect en la personne de Brett Kilmore. Mais avant de l'interroger, elle doit établir qu'il circulait bien à bord de son camion dans les parages de l'accident. Pour obtenir une réponse, elle contrôle le relevé des communications reçues sur son téléphone portable durant la nuit du 9 avril 1998. Les relevés téléphoniques nous révélaient où il était à ce moment-là. Et c'était trop près de la scène du crime pour que celui qu'on cherche soit quelqu'un d'autre. Kilmore conduit un camion qui se trouvait à la 25e place sur la liste des 206 camions à examiner. Il est maintenant le suspect numéro 1. On a contacté sa compagnie d'assurance et on leur a posé des questions précises à son sujet. Il n'avait reçu aucune demande d'indemnisation de sa part concernant un accident ou des dégâts survenus à Pâques. En revanche, ils avaient des demandes d'indemnisation pour plusieurs accidents ayant eu lieu après Pâques. Le camion était à ce moment-là en réparation. Il fallait agir rapidement si on voulait examiner ce camion avant qu'il n'y ait plus de réparation effectuée dessus. 6 mois après la collision et le délit de fuite, la police a un suspect, mais son véhicule a été impliqué dans 2 autres accidents depuis Pâques. Et le camion est maintenant en réparation. Je me suis dit que ça allait être difficile, mais que nous allions examiner ce camion sous toutes les coutures pour tenter de trouver un quelconque indice ayant un rapport avec les traces retrouvées à l'arrière de la caravane et de la voiture accidentée. Le pare-buffle du camion avait été tellement endommagé dans le dernier accident qu'il paraissait difficile pour la police scientifique d'en tirer quoi que ce soit. Cependant, le réservoir de carburant sur le côté passager du camion avait été tourné. Et ce parce qu'il avait été endommagé lors de l'impact sur ce qui était alors l'extérieur du réservoir. Pour moi, c'était la preuve que Kilmore avait essayé de dissimuler les dégâts sur son camion pour que personne ne fasse le rapprochement. Mais ce n'est qu'une preuve indirecte. À ce stade, ils n'ont aucune preuve matérielle reliant directement le camion et Kilmore à la collision qui s'est produite près de Violet Town.
Après 2 jours, à mon grand regret, je n'avais rien qui établissait scientifiquement un lien indéniable. Mais j'avais plein de petites choses, notamment des prélèvements de peinture du camion. On a pris l'emblème blanc, le W du camion, dans l'espoir qu'un examen approfondi révélerait quelque chose de plus utile. Parvenus à ce stade de l'enquête et disposant de suffisamment d'éléments, les policiers estiment que l'heure est venue d'interroger le principal suspect. Au prétexte de l'entendre sur un accident qui s'est produit en Nouvelle-Galles du Sud, ils contactent Brett Kilmore et le prient de se rendre au commissariat de Brisbane pour répondre à leurs questions. On l'a ensuite informé qu'on appartenait à la brigade chargée d'enquêter sur les accidents mortels de la route dans l'état de Victoria et qu'on voulait lui parler d'une collision ayant eu lieu le vendredi saint à Violet Town. Il a commencé par dire « Quelle collision? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. » Mais juste avant le début de l'interrogatoire, un revirement se produit. Il s'est renfrogné, il s'est mis à trembler et a ensuite fait le commentaire suivant. Ça fait 6 mois que je vous attends. Et dès qu'il a dit ça, c'est devenu concret. C'était bien l'homme qu'on cherchait depuis 6 mois. Que pouvez-vous me dire au sujet de cette collision? J'ai été accidentellement mêlé à une collision. Je dois vous demander de parler un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, j'ai été accidentellement mêlé à une collision. Comment vous y êtes-vous retrouvé mêlé? J'ai tapé l'arrière de sa caravane. Vous rappelez-vous à quel moment vous avez vu la caravane pour la première fois? Quand c'était trop tard. Disons que je l'ai vue à faible distance. J'étais perturbé par des phares derrière moi. Mon esprit était préoccupé par l'idiot qui conduisait derrière moi. Je ne lui reproche rien. Ce n'est pas lui qui a causé l'accident. Il a dit avoir été distrait durant les 5 à 10 minutes précédant l'impact par des phares très éblouissants venant de la voiture derrière lui. J'avais parlé aux occupants de la voiture en question. Ils ne m'avaient rien dit de tel. Je ne suis pas un meurtrier. J'ai essayé de l'éviter. Je pensais que j'aurais le temps de freiner et de m'écarter, mais visiblement, ça n'a pas été le cas. Pendant combien de temps pensez-vous avoir regardé dans le rétroviseur? Pendant combien de temps avez-vous gardé les yeux sur le rétroviseur avant de regarder de nouveau la route devant vous et la caravane? À ce moment-là, je cherchais à allumer mes feux de détresse. Pour moi, Kilmore paraissait chercher une explication à la collision où il n'aurait pas l'air responsable. Pour que je comprenne bien, il y a une caravane qui roule devant vous sur la voie de gauche et vous ne la voyez pas avant d'être, disons, à 20 mètres de distance. Il y avait un trou. Un énorme trou. Était-il vraiment concentré comme il le prétend sur les phares derrière lui pendant ce temps-là? Pour une raison ou pour une autre, il n'a pas regardé, comme il aurait dû, la route devant lui et vu cette énorme caravane blanche. C'était inexplicable. Comment aurait-il pu ne pas la voir? Vous savez si les feux de la caravane étaient allumés? Quand j'ai été assez proche d'elle pour la voir, il n'y avait pas de feu allumé. Je n'ai vu aucun feu de frein allumé. Tout ce que je voyais, c'était une grande caravane blanche. L'une des choses qu'on fait notamment dans un carambolage entre des véhicules qui roulent dans le même sens la nuit, c'est d'examiner les feux et les filaments des ampoules du véhicule qui a été embouti par l'arrière. Si les feux sont allumés quand l'impact se produit, les filaments en tungstène de l'ampoule deviennent très chauds et quand le véhicule est soumis à un impact, ce filament torsadé se déforme et devient tout distordu. Nous avons examiné ces filaments et ils indiquaient que les feux arrière de la caravane étaient allumés, donc il aurait dû les voir. Êtes-vous revenu en arrière ne serait-ce que pour comprendre ce qui s'était passé et voir si quelqu'un avait besoin d'aide ou était blessé?
Je croyais qu'il n'y avait plus personne sur place. Non, je ne pensais pas que quelqu'un était blessé. Et vous avez pris la décision de ne pas y retourner pour vérifier. Oui. Pourquoi? Je ne sais pas quoi dire. Probablement parce que je ne voulais pas voir ce qui était peut-être arrivé. Étiez-vous conscient que si quelqu'un était blessé ou mort dans la collision, vous risquiez de gros ennuis? Oui. Ça vous a traversé l'esprit? Oui. Kilmore admet être impliqué dans la collision, mais il tente bien sûr de minimiser sa responsabilité en prétendant avoir été ébloui par les phares d'une voiture roulant derrière lui. Les enquêteurs ne se satisfont pas de cette explication. Ils poursuivent leur interrogatoire tandis que leurs collègues experts scientifiques continuent d'accumuler les preuves matérielles de sa culpabilité. Sous la pression ou face aux évidences, Kilmore va-t-il être obligé de reconsidérer les faits? Il semblait chercher quelque chose à quoi se raccrocher et qui pourrait expliquer ce qui s'était passé. Après près de 4 heures d'interrogatoire, la vérité émerge enfin. Prenez-vous des drogues ou des médicaments prescrits ou non? J'ai pu prendre des pilules de caféine. Elles sont donc censées vous aider à rester éveillé plus longtemps. Oui, c'est ça. Pourquoi vous prenez ça? Parce que quand vous êtes somnolent, que vous avez du retard et que vous n'avez pas assez dormi, vous prenez ce que vous avez sous la main. Diriez-vous qu'il est difficile pour vous de conduire et de gagner votre vie sans dépasser le temps de conduite maximal autorisé? Oui, c'est quasiment impossible de gagner sa vie sans faire d'heures sup. J'ai déjà été viré parce que j'étais en retard. Je peux pas me le permettre. Par conséquent, ça pourrait être la raison de cet accident. Parce qu'à cause de votre état physique et mental, vous n'étiez plus capable de voir et d'interpréter ce qui se passait sur la route devant vous avant qu'il ne soit trop tard? Ça pourrait être la cause à 90%, je dirais. Kilmore a commencé sur la défensive en niant toute participation au carambolage de Victoria, mais à la fin, il a admis qu'il était fatigué et qu'il n'arrivait plus à rester concentré. Il n'avait pas vu la caravane avant d'arriver à 15-20 mètres d'elle. Et à cette distance, même en freinant avec le frein à main et en tentant de s'écarter, il est trop tard pour éviter la collision. Son attitude a été d'une négligence totale, à tel point qu'on peut parler d'homicide involontaire. Ce sont ses propres aveux qui nous ont incités à penser qu'on avait suffisamment d'éléments pour l'inculper de conduite dangereuse ayant entraîné la mort. Mais notre travail n'était pas fini. Il nous fallait encore des preuves matérielles. Un témoignage se révèle souvent peu fiable ou n'a pas grand poids au procès, alors qu'une preuve ne varie pas. Elle ne change jamais dans son interprétation, c'est un fait inaltérable et une fois qu'elle est là, vous savez que vous pouvez aller au procès. Quand vous regardez l'emblème blanc, le W depuis une certaine distance, il paraît être couvert de mouches. Mais quand vous vous approchez, vous vous rendez compte que tous les points noirs ne sont pas des mouches. L'une de ces marques est en fait un trou. Il était très petit, quelques millimètres de largeur seulement, mais il avait une forme particulière. J'ai inspecté l'arrière de la caravane et dans un coin, il y a une vis à tête cruciforme. Et non seulement il y a du plastique blanc dans la tête de la vis, mais sur ce plastique blanc, il y a des fibres extrêmement brillantes. Et la vis entre parfaitement dans le trou minuscule, visible sur le plastique. Mieux encore, les fibres qui s'y trouvent incrustées sont parfaitement identiques à celles qui se trouvaient sur le pare-choc du camion. À force de persévérance, les experts sont parvenus à obtenir ce qu'ils cherchaient depuis des mois, établir la preuve irréfutable de l'implication de Kilmore dans l'accident.
Ils sont dès lors en mesure d'informer le jury et d'alimenter la plaidoirie du procureur. Pour moi, à ce moment-là, c'est Eureka. Grâce à cette preuve, je peux affirmer sans l'ombre d'un doute que ce camion a percuté une caravane. C'est le moment clé de l'affaire sur le plan médico-légal. Je regrette de ne pas m'être arrêté. Les choses auraient été bien plus faciles, mais dans les premiers instants, les 5, 10 minutes après le moment où ça se passe, c'est le plus difficile. La deuxième chose la plus difficile que j'ai faite dans ma vie, c'est d'appeler ma société de crédit pour dire que je ne pouvais pas honorer le paiement. Passer ce stade, c'est dur à admettre. J'ai mis toute ma vie dans ce camion. Je ne voulais pas le perdre, mais étant donné les circonstances, ce que j'ai fait a peut-être coûté la vie à un enfant. Je pourrais blâmer ou montrer du doigt quelqu'un d'autre. Mais j'ai déconné, et il faut que j'assume. Et que j'en accepte les conséquences. Le responsable d'un accident qui avait percuté une voiture sur l'autoroute Hume, entraînant la mort d'un garçon de 12 ans, a été reconnu coupable de conduite dangereuse. 6 mois après la tragédie, Brett Kilmore avait été retrouvé par un technicien de la police scientifique en vacances grâce à son véhicule endommagé. Il a fallu 6 mois de recherche intensive dans toute l'Australie pour trouver cet homme. La décision du jury a mis fin à 2 ans d'investigation. Une enquête qui a profondément affecté les enquêteurs de la police. J'ai moi-même des enfants, et je sais que perdre un enfant est l'une des plus grandes tragédies qui peut vous arriver dans la vie. C'est vraiment étonnant de voir à quel point ils ont mis tout leur cœur et toute leur âme dans cette enquête. Ils ne se sont pas contentés de travailler de 9 à 17 heures. Je crois qu'ils en rêvaient quasiment la nuit. Ils y pensaient 24 heures sur 24. Et de les voir mettre tant d'efforts et de ressources pour trouver cet homme n'effaçait pas la perte que j'ai subie. Mais ça a été d'un grand réconfort. Ça m'a beaucoup surpris. Trouver la bonne personne parmi les 160 000 qu'on avait au début, parvenir à ce résultat et pouvoir amener quelqu'un devant la justice, c'est très satisfaisant professionnellement parlant. C'est ça notre travail. Un routier qui avait pris la fuite après avoir percuté une voiture sur l'autoroute Hume, tuant un garçon de 12 ans, a été condamné à 5 ans de prison. Aucune sentence ne fera revenir le jeune fils de Bess Fleming, Nicky. Tous les jours, je dois vivre avec l'absence de mon fils, supporter cette perte. La Cour a écouté le routier de 33 ans expliquer les pressions financières exercées par les employeurs et les délais imposés. Pour la police, c'est un verdict triste pour le secteur du transport routier. Les sociétés de transport routier imposent des objectifs déraisonnables à leurs chauffeurs. Le juge Francis Dye a déclaré que rien ne pouvait excuser la conduite criminelle de Kilmore et qu'aucune peine ne pourrait alléger la douleur des Fleming. J'espère que tous les jours qu'il passera en prison, il prendra la résolution de conduire prudemment à sa sortie. Si on faisait plus savoir aux gens qu'ils finissent toujours par attraper ces chauffeurs, je pense qu'il n'y aurait plus de délit de fuite. Parce qu'ils enquêtent tellement minutieusement. La police n'arrêtera pas de vous chercher. Que ce soit dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, elle finira par frapper à votre porte. Alors il vaut mieux vous arrêter et agir comme quelqu'un de bien, plutôt que de prendre la fuite en pensant que vous vous en sortirez sans avoir à endosser la responsabilité. Parce qu'ils finiront toujours par vous avoir. Stressé par les pressions financières, épuisé par l'accumulation des heures supplémentaires, Brett Kilmore, le chauffeur routier, a commis l'irréparable. Il a tué Ian Fleming, un garçon âgé de 12 ans. Quels que soient aujourd'hui ses regrets, ses remords, ce fardeau hantera sa conscience jusqu'à la fin de sa vie. Il faut savoir que chaque année, plus d'1 million de personnes périssent sur les routes du monde. Avec 35 000 victimes, la Russie détient le triste record de mortalité.
En France, même si les statistiques ont tendance à s'améliorer, 1000 accidents mortels impliquant des camions sont encore à déplorer chaque année. 85% d'entre eux étant dus à des erreurs humaines. Car si les chauffeurs routiers sont nettement moins alcoolisés que la moyenne des usagers de la route, les contraintes qu'ils subissent les poussent fréquemment à commettre des excès de vitesse. Pour en terminer sur ce sujet, sachez encore que l'article 434-10 du Code pénal prévoit qu'un conducteur auteur d'un délit de fuite sera pénalisé d'une suspension de son permis de conduire en cas de dommages corporels, sanction assortie d'une peine de 2 ans de prison et d'une amende de 30 000 €. C'est en vous incitant à la prudence sur les routes que je vous donne rendez-vous prochainement sur cette antenne pour une nouvelle émission des Enquêtes Impossibles. Un meurtre laisse perplexes les détectives les plus expérimentés. C'était une scène de crime effroyable. Car il leur fournit très peu d'indices. Il n'y avait aucun signe de lutte dans l'appartement. S'agit-il d'un crime sexuel commis par un amoureux éconduit? Son corps était dans une position très suggestive. C'était difficile d'imaginer qu'on puisse être capable d'une chose pareille. Jusqu'à ce que les révélations d'un homme dévoilent un mobile inimaginable et un tueur au passé chargé. Un corps calciné. Le corps était méconnaissable. Un indice est fourni par un matériau de construction. Le plâtre n'était pas normal. Ça m'a interpellé. Je n'avais jamais vu ça. Mais qui est la victime et qui voulait l'éliminer? Je dois imaginer à quoi il ressemblait avant d'être brûlé. Bonjour, soyez les bienvenus sur ce plateau. Nous allons suivre ensemble 2 nouvelles affaires des Enquêtes Impossibles. Dans nos sociétés occidentales, jeunesse et beauté font l'objet d'un culte qui alimente publicité, cinéma, presse people. Mais d'icônes adulées, les jeunes et jolies filles peuvent rapidement se transformer en victimes potentielles. Surtout si elles aiguillonnent involontairement les fantasmes sexuels d'individus psychologiquement perturbés. Que faire dans ce cas pour les protéger des prédateurs? Jacksonville, en Floride. Ses plages de sable ensoleillées, son climat subtropical. Pour Cory Parker, 25 ans, c'est la ville idéale pour faire des études universitaires. Elle apprécie bien plus cet endroit que sa ville natale de Rochester, dans l'État de New York, où les hivers sont plutôt rudes. Cory était magnifique. C'était une jeune fille très grande et charismatique. Mes meilleurs souvenirs avec elle, ce sont nos soirées entre filles. On louait des vidéos et on restait traîner à la maison. Cory travaille comme serveuse pour payer ses études. Mais un jour, pendant les vacances de Thanksgiving, elle ne se présente pas à son travail. Ses collègues commencent à s'inquiéter. Ils ont tout de suite pensé qu'il lui était arrivé quelque chose. Le directeur a donc demandé à l'un des cuisiniers d'aller chez elle pour voir si tout allait bien. La porte de son appartement est fermée, mais son collègue regarde à l'intérieur et aperçoit le corps de Cory sur le lit. Elle est couverte de sang. Cette scène de crime était l'une des pires qu'on ait vues dans ce comté en termes d'atrocité. Il y avait du sang dans toute la chambre. Elle était couverte de sang, comme si on avait enduit son corps avec. Le crime semble avoir été mis en scène. Le corps de Cory avait été placé dans une position très suggestive. Elle était nue, ses jambes étaient écartées. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un crime d'ordre sexuel. Peut-être une façon pour le tueur de narguer la police. Son corps avait été déplacé. Il était maculé de traces, d'empreintes de mains. Il était clair que le meurtrier avait passé du temps à le manipuler. Fait surprenant, l'autopsie ne révèle aucune trace d'agression sexuelle. Cory Parker a été poignardé à 101 reprises. Je crois que 54 de ses blessures avaient été infligées post-mortem. Cet acharnement indique aux enquêteurs que le meurtrier avait un lien avec la victime. La police apprend que la veille, Cory a passé la soirée avec des amis dans un bar des environs. D'après les témoins, elle est partie vers 1h du matin.
Les vêtements que Corey portait au bar sont retrouvés soigneusement pliés au pied du lit. Nous savions également qu'elle s'était préparée pour aller dormir et qu'elle s'était déjà mise au lit. Nous savions qu'elle était couchée lorsqu'elle a été agressée. Par conséquent, soit son meurtrier l'attendait cachée dans la penderie de sa chambre, soit il s'est introduit après dans son appartement. Les enquêteurs trouvent un Zippo plaqué or dans la chambre de Corey. Corey fumait, mais aucun de ses amis ne reconnaît ce briquet. Les enquêteurs essaient de relever des empreintes dessus, mais il n'y en a aucune. Pour nous, il était clair que ce n'était pas le briquet de Corey. La police découvre des taches de sang sur le comptoir de la cuisine, ainsi que sur les appuis intérieurs et extérieurs de la fenêtre située au-dessus de l'évier. La police en conclut que le meurtrier est entré et sorti de l'appartement par la fenêtre de la cuisine. On pense que le tueur n'est pas sorti par la porte à cause de la lumière extérieure. La fenêtre de la cuisine offrait au suspect un moyen d'entrer et de sortir de l'appartement sans avoir à passer sous cet éclairage. Les relevés téléphoniques de Corey révèlent que l'un de ses anciens collègues, Eric Jones, 27 ans, l'a appelé plusieurs fois avant sa mort. Il lui avait demandé de sortir avec elle, mais elle avait refusé. Les employés du restaurant nous ont dit qu'il s'était entiché d'elle et qu'elle l'obsédait. Il n'arrêtait pas de lui parler pendant ses heures de travail. Il lui demandait tout le temps de sortir avec elle. Eric Jones n'a pas d'antécédent judiciaire, mais lorsque la police l'interroge, il a une réaction très bizarre. Non seulement il a admis avoir des antécédents psychiatriques, mais il a aussi déclaré aux enquêteurs qu'il avait des fantasmes de viol et de meurtre, ce qui a forcément éveillé leurs soupçons. Il a décrit les fantasmes sexuels qu'il avait eus au sujet de Corey. Certains étaient vraiment violents. Eric explique même aux enquêteurs comment il aurait tué Corey s'il en avait eu l'occasion. Il a décrit comment il lui aurait tranché la gorge au cours du meurtre pour l'empêcher d'appeler à l'aide. Et cette description était assez similaire à la façon dont Corey avait été tué, ce qui a renforcé les soupçons de la police. Nous nourrissons tous plus ou moins des fantasmes sexuels. C'est une activité psychique tout à fait naturelle. Bien contrôlée, utilisée comme stimuli, ils peuvent donner du relief au quotidien et enrichir votre vie affective. Néanmoins, ils représentent une menace lorsqu'ils s'insinuent dans des esprits pervers et altèrent leur jugement, lorsqu'ils brouillent insidieusement les limites entre images sublimées et femmes réelles. Corey Parker a-t-elle été victime d'un homme en proie à des fantasmes? La scène de crime semble l'attester, bien qu'un indice majeur vienne contredire cette hypothèse. Le médecin légiste qui procède à l'autopsie de Corey Parker ne constate aucun signe d'agression sexuelle, mais Corey a reçu plus de 100 coups de couteau. Elle présente de nombreuses blessures défensives sur les mains et les bras, ce qui prouve qu'elle s'est battue de toutes ses forces contre son agresseur. Notre théorie est qu'elle a tenté de se défendre contre une agression sexuelle. Les enquêteurs trouvent plusieurs cheveux étrangers dans les mains de Corey. La racine de l'un d'eux est intacte. Ce n'étaient pas ses cheveux et ils avaient encore leurs racines, ce qui laissait supposer que Corey les avait arrachés à leur propriétaire. Les tests ADN révèlent que le sang prélevé dans la cuisine et les cheveux découverts dans la main de Corey appartiennent à la même personne. Mais cet ADN ne correspond pas à celui du suspect numéro 1, Eric Jones, le collègue de Corey. Je pense qu'on peut dire qu'il était mentalement instable à ce moment-là. On lui avait prescrit des médicaments pour ses troubles psychiatriques, mais il ne les prenait pas. Donc, à mon avis, au moment où il a fait ses déclarations, il était mentalement instable. L'ADN trouvé dans l'appartement de Corey ne correspond à aucun des profils ADN enregistrés dans les bases de données régionales et nationales.
Les enquêteurs découvrent alors que Corey avait un nouveau petit ami depuis peu. Il s'appelle David Wilt, mais les enquêteurs le rayent rapidement de la liste des suspects. Il n'était pas là au moment du meurtre, mais chez ses parents pour fêter Thanksgiving. Il avait donc un alibi très solide. Les enquêteurs interrogent toutes les personnes avec lesquelles Corey a parlé durant la soirée qu'elle a passée au bar avec ses amis. La plupart des personnes que Corey a rencontrées ce soir-là ont quitté le bar avant elle, mais l'une de ses amies, Tiffany Smith, est restée avec elle jusqu'à 1h du matin. Tiffany déclare à la police qu'elles ont quitté le bar ensemble et qu'elles sont ensuite reparties chacune de leur côté. Mais Tiffany déclare à des amis qu'elle a eu des nouvelles de Corey plus tard dans la nuit. Elle a dit qu'elle avait appelé Corey depuis son portable vers 2h du matin et qu'elle lui avait parlé. Elle a déclaré que quand Corey a répondu au téléphone, elle était endormie. Tiffany lui a demandé ce qu'elle faisait et Corey a répondu « Je dors ». Tiffany dit également à ses amis qu'elle s'est rendue chez Corey vers 4h du matin. Elle prétend avoir frappé à sa porte, mais comme personne ne répondait, elle serait repartie. Selon sa déclaration, elle s'était rendue à l'appartement de Corey, ce qui l'a situé sur la scène de crime à l'heure où Corey pouvait avoir été tué. Ça a renforcé nos soupçons. On pensait qu'elle pouvait être mêlée à son meurtre. Mais lorsque les enquêteurs vérifient les relevés téléphoniques de Tiffany, ils font une découverte déroutante. En fait, elle n'a pas appelé Corey après l'avoir quitté ce soir-là. Bien entendu, les enquêteurs étaient curieux de savoir pourquoi elle disait qu'elle avait appelé et parlé à Corey, alors que ce n'était pas le cas. Pourquoi Tiffany aurait-elle inventé une histoire pareille ? Tout le monde disait qu'elle était peut-être attirée sexuellement par Corey. Tiffany m'avait dit dans une conversation tout à fait anodine qu'elle était curieuse de vivre une expérience homosexuelle. Tiffany avait vraiment beaucoup d'affection pour Corey. Plus troublant encore, Tiffany donne à ses amis des détails sur la scène de crime qui n'ont pas été révélés au public. Elle a décrit la position du corps et la scène en elle-même, alors qu'elle ne connaissait personne qui avait pu avoir accès à la scène de crime. Les enquêteurs ont trouvé ça suspect. J'ai trouvé ça très étrange qu'elle sache comment Corey avait été tué. Tiffany nie toute implication dans le meurtre, mais lorsque la police lui demande un échantillon d'ADN, elle refuse. Le fait qu'elle ait refusé de donner son ADN a conduit la police à croire qu'elle avait quelque chose à cacher. Tiffany Smith nie catégoriquement être impliquée dans le meurtre de son amie, mais elle a menti aux enquêteurs sur ce qui s'est passé ce soir-là. Et elle refuse de fournir un échantillon d'ADN. À un moment, elle a même dit qu'elle était sur la scène de crime. Les traces de sang laissées par le tueur révèlent une information surprenante aux enquêteurs de la police scientifique. Ils trouvent le chromosome Y qui ne laisse aucun doute. Seuls les hommes sont porteurs du chromosome Y. L'organisme humain possède 23 paires de chromosomes. Ce bagage génétique provient pour moitié du père, pour moitié de la mère. Seule la 23e paire diffère selon le sexe. Les femmes héritent d'un chromosome X de chaque parent, tandis que les hommes possèdent un chromosome Y provenant du père et un chromosome X issu de la mère. Alors ainsi les femmes ont-elles une signature génétique XX et les hommes XY. Cette particularité est une aubaine pour les policiers enquêteurs, car il leur suffit d'extraire un fragment d'ADN sur une scène de crime pour être déjà en mesure de déterminer le sexe du suspect. Par ailleurs, les progrès techniques permettent d'établir un profil ADN avec de moins en moins de cellules. S'il y a 20 ans, il fallait environ 1000 cellules aux biologistes pour travailler sur un échantillon, grâce aux techniques issues de la cancérologie, il est possible aujourd'hui d'extraire de l'ADN à partir de quelques cellules seulement
à condition toutefois qu'elle ne soit pas trop dégradée. Nous avons établi un profil masculin à partir de cet échantillon spécifique, celui qui avait été prélevé au niveau du point d'entrée ou de sortie de l'appartement. Nous supposions qu'il appartenait certainement au suspect. Tiffany est donc rayée de la liste des suspects. Ils ont pensé que Tiffany avait fait ces déclarations pour être mêlée à l'enquête, pour se rendre intéressante. Les enquêteurs pensent que Tiffany a eu connaissance de certains détails de la scène de crime par un ami qui travaille aux urgences. La police doit alors envisager la possibilité que le meurtre de Corey puisse avoir été perpétré au hasard par un homme qui nourrit une haine incontrôlable à l'égard des femmes. La police effectue des tests ADN sur 38 hommes, des collègues de travail de Corey, des étudiants de sa promotion, d'anciens petits amis, sans trouver de correspondance. J'avais peur que cette affaire ne soit jamais résolue. Il paraît que plus l'enquête dure, moins il y a de chances de trouver le coupable. 18 mois se sont écoulés et la police continue d'enquêter sur l'affaire. Les enquêteurs passent en revue tout le dossier et relisent tous les interrogatoires. Afin d'obtenir de nouvelles pistes, ils offrent une récompense à toute personne qui pourrait leur fournir des éléments. Le résultat ne se fait pas attendre. Plusieurs employés d'un restaurant situé à quelques kilomètres de l'appartement de Corey Parker appellent la police pour l'informer qu'un de leurs collègues, Robert Denny, s'est comporté de manière suspecte après le meurtre de Corey. Il semblait réellement bouleversé. Il pleurait, il est arrivé au restaurant un jour et leur a annoncé que son fils avait été tué dans un accident de voiture au Texas et qu'il avait besoin de rentrer chez lui. Les collègues de Robert Denny collectent alors de l'argent pour qu'il puisse retourner au Texas et assister aux funérailles de son fils. Le propriétaire du restaurant est allé remettre l'argent à la sœur de Robert Denny, qui lui a appris que son frère n'avait pas de fils et qu'il avait inventé toute cette histoire. Mais ce n'est pas tout. Robert Denny vit dans la même résidence que Corey Parker, et de chez lui, il peut voir tout ce qui se passe chez elle. Robert Denny a parlé à quelques collègues de cette femme qui vivait dans un appartement au-dessous de chez lui. Il a commencé à leur raconter qu'il l'observait. Il est même allé jusqu'à leur décrire de manière très explicite comment il se masturbait tout en la regardant. Lorsque la police décide d'interroger Robert Denny, sa sœur déclare qu'il a quitté la région. En fait, elle l'avait mis à la porte de chez elle à cause de son comportement bizarre. Apparemment, il restait debout toute la nuit à cause de ce qu'elle décrivait comme une addiction à la pornographie. Elle a déclaré à un officier de police qu'elle s'était réveillée une nuit et qu'il était en train de l'observer au-dessus de son lit. La police apprend ensuite une autre information troublante. Le frère aîné de Robert Denny purge une peine de prison à vie au Texas pour avoir poignardé une femme à 97 reprises. Corey Parker a été poignardé à 101 reprises. Quelle est la probabilité pour que deux jeunes issus de la même famille commettent des meurtres aussi odieux, aussi atroces? Est-ce que cette idée lui est venue de son frère? Est-ce qu'il a essayé de l'imiter? 18 mois après le meurtre de Corey Parker, les enquêteurs retrouvent Robert Denny à plus de 1300 km de Jacksonville. Il vit dans le Maryland avec une femme mariée de 52 ans. Robert Denny avait rencontré une femme mariée sur Internet et il avait fini par la convaincre de le laisser venir vivre avec elle et son mari. Cette femme et lui avaient des relations sexuelles sous le nez du mari. Robert Denny a-t-il tué Corey Parker en utilisant le même mode opératoire que son frère aîné, incarcéré après avoir poignardé une femme à 97 reprises? Dans ces conditions, peut-on penser que la criminalité est héréditaire? Existe-t-il un gène des assassins? La question est régulièrement posée dans les congrès de criminologie sans qu'aucune réponse satisfaisante n'ait pu être apportée. L'histoire démontre néanmoins qu'il n'est pas rare que plusieurs membres d'une même famille soient des meurtriers. Ainsi, en 1997,
dans les environs de Boulogne-sur-Mer, 2 frères, Jean-Michel et Jean-Louis Jourdain, avaient violé puis battu à mort 4 jeunes filles âgées de 16 à 20 ans. Plus dramatique encore, 2 d'entre elles étaient sœurs et les 2 autres l'étaient aussi. Pour confondre Robert Deney, les enquêteurs ont besoin de recueillir un fragment de son ADN, mais le suspect est sur ses gardes. Dans le but de le piéger, ils prétendent qu'il pourrait être impliqué dans une affaire mineure. Ils lui ont dit qu'ils enquêtaient sur une allégation selon laquelle il serait impliqué dans une bagarre à Easton, dans le Maryland. Ils espéraient qu'il leur donnerait volontairement un échantillon d'ADN pour prouver qu'il n'était pas impliqué dans cette rixe. Et on ne voulait pas quitter Easton sans cet échantillon d'ADN. L'opération s'avère plus délicate que ce que les enquêteurs pensaient. Robert Denny fume pendant son interrogatoire, mais veille à toujours conserver ses mégots de cigarettes. Les enquêteurs lui proposent une bouteille d'eau, mais il n'y touche pas. Enfin, ils lui demandent de signer un document stipulant qu'il refuse de fournir un échantillon d'ADN. On lui a demandé de remettre le document dans l'enveloppe et de la fermer. Il a refusé et il nous a dit « Les gars, ça fait 3 fois que vous essayez de collecter ma salive. D'abord sur le mégot de cigarette, après sur la bouteille d'eau et maintenant sur l'enveloppe. Vous avez qu'à la fermer vous-même. Je peux y aller maintenant ?» Les enquêteurs placent alors Robert Denny sous surveillance, à son domicile et sur son lieu de travail. Il prend une pause cigarette toutes les 45 minutes, mais veille toujours à conserver ses mégots. Lorsqu'il fumait, il éteignait les mégots et les mettait dans sa poche pour qu'on ne puisse pas les récupérer. 2 jours plus tard, les enquêteurs ont enfin une occasion. Juste après une courte averse, Robert Denny sort pour fumer. Mais cette fois, il agit différemment. Il a marché de long en large et tout d'un coup, il a commencé à cracher sur le trottoir. Pas 1 fois, pas 2 fois, mais 6 fois. Heureusement pour les enquêteurs, la salive reste à la surface de l'eau de pluie, ce qui la rend plus facile à collecter et réduit le risque de contamination. C'était très facile d'identifier les endroits où il avait craché. À partir de là, c'est le même principe que pour analyser un cheveu, du sang ou du sperme. Les résultats sont sans appel. L'ADN inconnu trouvé dans l'appartement de Corey Parker est bien celui de Robert Denny. Cette preuve l'incriminait d'autant plus qu'il avait toujours nié être allé dans son appartement. Une autre preuve incrimine Robert Denny. Le briquet doré retrouvé dans la chambre de Corey. Il affirme que ce n'est pas le sien, mais une ancienne petite amie déclare à la police qu'il s'agit bien de son briquet. Elle a pu identifier le logo sur le briquet. Elle était formelle. Le procureur pense que Robert Denny était obsédé par sa jolie voisine, Corey Parker, et qu'il surveillait toutes ses allées et venues. Il l'observait également dans son appartement dès qu'il en avait l'occasion. Ce soir-là, il a vu Corey se préparer pour sortir avec ses amis. Il s'arme d'un couteau, enfile des gants et pénètre dans l'appartement de Corey par la fenêtre de la cuisine. Les preuves indiquent qu'il s'est caché quelque part, peut-être dans sa penderie, et qu'il a attendu qu'elle revienne. À son retour, Corey n'a aucune raison de penser que quelqu'un est entré chez elle, et elle va se coucher. C'est là que Robert Denny l'agresse. Mais Corey se défend bien plus énergiquement qu'il ne l'avait prévu. Dans la lutte, Corey lui arrache quelques cheveux qui portent son ADN, et le briquet de Denny glisse de sa poche. Il la poignarde ensuite à de multiples reprises. À un moment, il se coupe à la main et saigne à l'intérieur de son gant. Lorsqu'il quitte l'appartement par la fenêtre de la cuisine, il laisse une trace de sang sur l'appui de la fenêtre, avec son ADN. Robert Denny est jugé pour meurtre avec préméditation. Le jury délibère 45 minutes.
Nous, le jury, déclarons le prévenu coupable de meurtre au premier degré comme le stipule l'acte d'accusation. En outre, nous estimons qu'il s'agit d'un meurtre avec préméditation. Étant donné qu'il n'avait que 17 ans au moment des faits, Robert Denny est condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Mais une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui l'a amené à commettre un crime presque identique à celui perpétré par son frère ? Robert Denny est une personne difficile à cerner. Sa famille était de toute évidence dysfonctionnelle, à un point allant bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous peut sans doute imaginer. Il a procédé à un nettoyage méthodique. Il a fait attention à tout et il a presque réussi à s'en sortir. Mais c'était sans compter ses traces de sang et les cheveux qu'on lui a arrachés. Il ne s'attendait pas à être arrêté. Cette jeune fille de 25 ans était très sympathique, très intelligente, très jolie. Elle avait un bel avenir devant elle. Elle était issue d'une bonne famille. Elle était très sociable et avait tout ce dont on pouvait rêver. Et en un instant, ce tueur lui a ôté la vie. Si les policiers ne s'étaient pas montrés vigilants, s'ils n'avaient pas traqué le suspect pendant des mois, s'ils n'avaient pas été en quête du moindre indice, Robert Denny aurait vraisemblablement échappé à la justice. Car c'est en recueillant un échantillon de sa salive et en confrontant son ADN aux indices trouvés sur la scène de crime qu'ils sont parvenus à le confondre. Sueur, salive, sang, sperme, cheveux, poils, cellules de peau superficielle, les sources d'ADN sont pléthores et apparaissent sur une multitude de supports. Ainsi peut-on dire aujourd'hui que même si les malfrats s'entourent de précautions, il leur est difficile de commettre un crime sans laisser de traces d'ADN. Et des cas extraordinaires le confirment. Ainsi, il y a quelques années au Québec, des policiers placent en garde à vue un individu suspecté du meurtre d'une jeune femme. Tandis que l'homme refuse obstinément de parler, un inspecteur remarque qu'une puce a sauté sur une manche de sa veste. Alors il s'en empare, l'enferme dans une boîte et la confie au laboratoire du service scientifique. Les experts analysent le sang retrouvé dans l'estomac de la puce et comparent son ADN à celui contenu dans le sang de la victime. Géniale intuition, les empreintes génétiques sont identiques. La puce a piqué la victime et s'est gorgée de son sang avant de se réfugier sur le vêtement de son agresseur. Un lien irréfutable est dès lors établi entre victime et suspect.